Alors, on doit faire des exercices sur les moments cinétiques, les rotations. Et puis, il nous restera à faire aussi les changements de référentiel et les forces d'inertie. Donc, ça fait pas mal de choses, sachant qu'on a normalement plus de cours sur la mécanique. Bon, on verra, on essaiera de rajouter un cours peut-être mercredi. Je vais voir avec Audrey et puis on vous dit. Mais préparez-vous éventuellement mercredi après-midi de rajouter un petit quelque chose. Ok, alors est-ce que vous voulez qu'on fasse d'abord un peu de cours sur les changements de référentiel ou bien on attaque des exos 30 minutes, je vais faire même moins que ça sur les changements de référentiel. On va faire super rapide. Ok. Allez, parce qu'on a déjà vu certaines choses. Alors, dans un référentiel galiléen, on a la loi de Newton, ma égale somme des forces. Ceci s'applique sur chaque point matériel. Et ça peut s'appliquer aussi sur un système de points matériels, que ce soit un corps solide ou juste un ensemble de points, voire un ensemble de solides, enfin ce qu'on veut. Ça s'applique aussi si on l'applique au point G. Et on peut même se limiter aux forces extérieures, puisque la somme des forces intérieures au système fait toujours 0. Donc ça, c'est dans un référentiel galiléen, dont je vous rappelle que c'est défini comme un référentiel dans lequel la loi d'inertie s'applique. C'est-à-dire que si la somme des forces est nulle, bien l'accélération est nulle, et donc la vitesse reste constante en norme et en direction. Le vecteur vitesse reste constant. Alors, c'est très bien, ça nous permet effectivement de résoudre de poser les équations de la mécanique et de les résoudre, donc de connaître le mouvement des corps si on connaît les forces qui s'exercent sur eux. Mais il est souvent utile de se placer dans un référentiel non galiléen. D'abord parce que des fois on y est obligé, en fait parce que même la Terre n'est pas un référentiel galiléen, comme vous savez. Donc suivant le problème qu'on étudie, on peut être amené à considérer la non-galiléanité du référentiel. Et la question c'est comment s'expriment les lois de la physique dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Alors la réponse est très simple, il suffit de déterminer le lien entre l'accélération d'un corps dans un référentiel galiléen et l'accélération du même corps dans un référentiel non galiléen. Et donc, c'est la question des changements de référentiel. Alors, on a déjà vu une partie de ça. On a vu déjà les changements de référentiel galiléens, en fait. Alors, si on commence par un changement de référentiel galiléen, on a simplement vu comment on composait les vitesses. Si vous avez un référentiel, alors je vais représenter un référentiel via un repère cartésien ici, x, y, z, référentiel R, et puis on a un autre référentiel que je matérialise par un repère O', X', Y', Z', qui se déplace par rapport au... Donc ça, c'est le référentiel R'. Vous voyez que j'ai pris un repère orienté autrement, parce qu'il n'y a aucune raison. Enfin, le choix du repère au sein du référentiel ne change pas la relation entre les vitesses et les accélérations d'un référentiel à un autre. Hein. Donc, le référentiel R', ne pas confondre, hein, j'insiste à nouveau là-dessus, ne pas confondre le référentiel et le repère. Dans le référentiel, je peux prendre tous les repères que je veux, mais j'ai deux référentiels qui sont animés l'un par rapport à l'autre d'une vitesse que j'appelle V0, qui est en fait la vitesse de R' par rapport à R, dont on suppose qu'elle est constante en norme et en direction. Donc, voilà un changement de référentiel galiléen complètement général. Vous avez un référentiel qui est en translation uniforme, donc ce n'est pas juste le point O' qui a cette vitesse-là, je pourrais l'appeler ça V de O'. C'est tous les points du référentiel R' sont en translation, enfin le référentiel est en translation, donc tous les points du référentiel R' vont à la même vitesse V0 par rapport
au référentiel R. Alors, dans ce cas-là, on a déjà vu comment transformer les vitesses, c'est-à-dire comment composer les vitesses, comment relier la vitesse d'un corps qui a une certaine trajectoire. Cette trajectoire, on peut la voir dans le référentiel R ou dans le référentiel R'. Comment relier la vitesse du point M calculée dans R' à la vitesse calculée dans R? Eh bien, on l'a vu, la vitesse dans R, c'est la vitesse dans R', que je vais noter V', donc ça c'est la vitesse de M par rapport à R, que j'explicite ici. Ça c'est la vitesse du même point M, mais par rapport à R'. Eh bien c'est ça, plus V0 justement, qui est donc la vitesse de R' par rapport à R. D'accord? On l'a écrit, ça prenait une ligne. Il suffit d'écrire que ça, c'est dOm sur dt, et dOm sur dt, c'est d de OO' sur dt plus d de O'M sur dt, et l'affaire est réglée, en supposant que le temps est universel, on ne fait pas de relativité. Voilà, donc, voilà la relation entre les vitesses dans R et dans R'. Par conséquent, si je dérive une fois de plus, eh bien, je vais avoir l'accélération dans R qui vaut l'accélération dans R', plus, eh bien, plus 0, pardon, puisque V0 est constant, justement. C'est ça l'idée. Si vous passez d'un référentiel à un autre qui est en translation uniforme par rapport au premier, eh bien, ça ne change pas l'accélération. Donc, A égale A', par conséquent, MA' égale MA, et comme MA c'est somme des forces, MA' égale somme des forces. Donc la loi de Newton est valable dans tous les référentiels galiléens. Bon, ce n'est pas nouveau, hein, j'explicite ça pour que vous voyez d'une part que quand on passe d'un référentiel à un autre, les forces ne changent pas. Si je pars de ça, MA égale somme des forces, j'ai aussi MA' égale somme des forces, les mêmes forces, quelles que soient les forces. Simplement parce que A égale A', c'est totalement trivial, on est d'accord, mais c'est important de le comprendre. Changer de référentiel ne change pas les forces. Donc, à l'évidence, quand on a un changement de référentiel galiléen, eh bien, puisque A égale A', eh bien, on a la même loi de Newton, MA' égale somme des forces. Alors maintenant, que se passe-t-il si on fait un changement de référentiel non galiléen? Mais eh bien, on va procéder de la même façon. On va relier la vitesse dans un référentiel à la vitesse dans l'autre référentiel, puis l'accélération dans un référentiel à l'accélération dans l'autre référentiel. Et puis, comme on connaît dans le référentiel R la loi du mouvement qui est MA égale somme des forces, on en déduira la loi du mouvement dans l'autre référentiel, qui éventuellement n'est pas galiléen. Alors, je ne vais pas le faire explicitement parce que ça prend juste un peu de temps à le décrire, mais je vais vous montrer la logique sous-jacente et vous pourrez trouver ça n'importe où, y compris dans les vidéos de l'an dernier d'ailleurs, où je l'avais fait, je crois, en détail, calculé, mais ça prend effectivement un quart d'heure, mais ça ne sert à rien. Enfin, si, c'est bien de le faire, mais j'ai cru comprendre que vous souhaitiez qu'on fasse plus d'exercices et moins de calculs que vous pourriez faire par ailleurs. Donc, je vais juste vous montrer le principe. Et il y a un point vraiment clé à retenir, c'est que cette loi de composition des vitesses, elle s'applique de la même façon dans le cas d'un changement de référentiel galiléen. Il y a juste une subtilité, c'est que, donc, vous avez V, la vitesse, à nouveau, la vitesse du point M dans le référentiel R, qui vaut V', la vitesse du point M dans le référentiel R', plus la vitesse de R' par rapport à R, comme on l'a écrit là. Oui, mais il n'y a pas une vitesse de R' par rapport à R. Alors, elle n'est pas constante, mais ça, ce n'est pas gênant qu'elle ne soit pas constante, parce que ce V0 là, il pourrait dépendre du temps.
à chaque instant, ce serait vrai. Là où c'est plus subtil, c'est que le référentiel R', il n'est pas forcément en translation uniforme. Et du coup, il n'y a pas une vitesse du référentiel par rapport à R. Chaque point du référentiel a une vitesse différente. Si ce référentiel-là est en train de tourner, eh bien, par exemple, s'il tourne autour de O', eh bien, ce point-là, il va par là, celui-là, il va par là, celui-là, il va par là. Et donc, quelle vitesse on met? Bien, la réponse, elle est très simple. Cette loi de composition, elle reste vraie comment je vais l'écrire? Je vais la noter Vp, c'est la vitesse du point coïncident Alors, ce qu'on appelle le point coïncident, c'est le point de R' où se trouve le corps. Donc, alors, ouais, je le note comme ça. Donc, quand vous avez une translation, la vitesse dans R, c'est la vitesse dans R' plus la vitesse du référentiel. Eh bien, quand vous avez possiblement une rotation et qu'il n'y a pas une vitesse de R' par rapport à R, eh bien, la loi de transformation, c'est la vitesse dans R, c'est la vitesse dans R' plus la vitesse du point de R' qui se trouve là où est le corps. Donc je vous disais, le problème, c'est quand vous composez les vitesses, c'est que si tous les points de R' ont la même vitesse, bah vous ajoutez cette vitesse-là. Mais s'ils n'ont pas tous la même vitesse, laquelle vous ajoutez? Bah celle de là où se trouve le point M. Ouais? Non. OK. Voici un référentiel. Un référentiel qui, mettons, qui est en train de faire ça. Voilà. Oula, non, il y a des trucs dedans. Là. Qui est en train de faire ça. Et puis j'ai un corps, par exemple, ce corps qui est en train de chuter. D'accord. Donc, dans le référentiel R, on va dire que c'est le référentiel galiléen de la pièce, le corps chute. À un certain instant, et on va le faire chuter là devant, à un certain instant, il est là, il a une vitesse par là. Il a une certaine vitesse par rapport à ce référentiel. Dans ce référentiel, à un instant donné, il a une certaine vitesse. Mais le lien entre la vitesse dans le référentiel de la pièce et dans ce référentiel, c'est la vitesse dans le référentiel de la pièce, c'est la vitesse dans ce référentiel, plus la vitesse du point du référentiel où se trouve le corps. Non, je ne suis pas clair. Je vais faire un dessin. Est-ce qu'on a assimilé le corps qui chute à un référentiel? Non, 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 non. C'est que... Je vais faire le dessin, ça va aller. Là, dans le cas d'avant, hein, référentiel galiléen, on a une translation uniforme. Donc tous les points du référentiel, ils vont à la vitesse V0. D'accord? Tous les points du référentiel R'. Donc la vitesse... Pas beaucoup de couleurs. La vitesse du point M, qui est comme ça, par exemple, hein, parce qu'il a une trajectoire, mettons comme ça, voilà, sa vitesse à un instant donné est tangente à la trajectoire, dans le référentiel R. Dans le référentiel R', elle vaut, enfin c'est l'inverse, dans le référentiel R', elle a une certaine vitesse, dans le référentiel R, elle vaut cette vitesse-là plus V0. Si maintenant, en fait, le référentiel R, il est en train de tourner, mettons qu'il est en train de tourner comme ça. Ça veut, autour de O', par exemple. Ça veut dire que ce point-là, il va par là. Ce point-là, il va par là. Ce point-là, il va par là. Celui-là, il va par là, mais moins vite. Celui-là, il va par là, mais très vite. Celui-là, il revient par là. Celui-là, il revient par là très vite. D'accord? C'est en train de tourner. Le référentiel, il tourne.
Bon, alors maintenant, vous avez votre corps qui suit toujours une certaine trajectoire. Il a une certaine vitesse ici, dans R'. Ça y est, vous y êtes. Quelle est la vitesse dans R? Eh bien, c'est cette vitesse, plus la flèche violette d'ici. D'accord? C'est plus la vitesse du point où on se trouve. Quand tous les points de R' ont la même vitesse, on ajoute cette vitesse. Mais quand ils n'ont pas tous la même vitesse, laquelle on ajoute? Eh bien, celle du point où on se trouve. OK? C'est ce qu'on appelle le point coïncident. C'est le point du référentiel R', donc qui est en train de bouger solidairement avec tout le référentiel R', celui qui est fixe dans le référentiel R', mais qui se trouve là où est le corps en ce moment. D'accord? Donc c'est le point de R' qui coïncide avec M à l'instant donné. À l'instant suivant, le point M il va se retrouver là, et donc il faudra lui ajouter, mettons, à un instant suivant, le point M il va se retrouver là, et il faudra maintenant lui ajouter la vitesse de ce point-là, celui-là, celle-là. Et puis, quand il sera là, il faudra lui ajouter la vitesse de ce point-là. D'accord? La vitesse du point de R' qui se trouve là où est le corps en ce moment. La dernière fois, on a vu que quand on avait un mouvement, c'était forcément une composition de rotation et de translation, et que finalement, ça pouvait se ramener à une rotation dont on détermine le centre instantané de rotation. Est-ce que là, on ne pourrait pas faire la même chose entre les deux repères, puisque finalement, un solide indéformable, c'est un solide. Exactement. Un référentiel, plus exactement. Attention. Un référentiel, ouais. Exactement. Donc, un référentiel, c'est un solide indéformable. Et donc, effectivement, le champ de vitesse des points du référentiel R', c'est le champ de vitesse d'un solide. Et par conséquent, en fait, la vitesse du point coïncident, ici, je peux l'écrire comme ceci. C'est la vitesse de O', le centre du repère. Je vais effacer ça maintenant. Plus oméga vectoriel O'M. Et voilà la loi de transformation. La loi de changement de référentiel. Donc quand vous voyez dans un bouquin que la vitesse dans le référentiel R, c'est la vitesse dans R' plus ce truc-là, ça vous paraît peut-être bizarre, mais c'est tout sauf bizarre. Ça, ce n'est rien d'autre que la vitesse du point coïncident, parce que ça, c'est le champ de vitesse dans le référentiel R'. Donc la vitesse du point de R' qui se trouve là où se trouve M, c'est effectivement ça, par Babar. D'accord ? V de M, c'est V de O' plus oméga, enfin V de P, c'est V de O' plus oméga vectoriel O'P. Mais O'P égale O'M, puisque P, c'est le point coïncident. Donc voilà pourquoi cette loi de composition des vitesses, qui est la même qu'avant, la vitesse dans un référentiel, c'est la vitesse dans l'autre plus la vitesse de l'autre. Mais de l'autre, là où on est, pas ailleurs, évidemment. D'accord ? Il a tout été écrit dans le premier référentiel. Les coordonnées sont... Non, ça c'est la vitesse dans le référentiel R, ça c'est la vitesse dans le référentiel R'. C'est un vecteur, vous l'écrivez dans les coordonnées que vous voulez, peu importe. Le vecteur V, c'est le vecteur V' plus ça. Enfin, ça, c'est-à-dire ça. Après, vous pouvez écrire... Ça, c'est une relation entre des vecteurs. Après, vous pouvez projeter ces vecteurs sur les axes que vous voulez, l'écrire en coordonnées cylindriques, cartésiennes, ce que vous voulez. Les vecteurs sont égaux. De même qu'avant, pour le référentiel galiléen, on avait V égale V' plus V0, c'est-à-dire V de O', en fait. On avait ça. On l'a toujours, là. Sauf que si ça tourne, il faut rajouter le fait que, suivant le point où on est, ce n'est pas la même vitesse d'entraînement. Ça s'appelle la vitesse d'entraînement, soit dit en passant. Parce que c'est la vitesse... C'est la vitesse qu'a le point du référentiel là où on se trouve. Donc, si notre point était collé au référentiel, ce serait sa vitesse. Mais il n'est pas collé, il a un mouvement libre. Mais s'il était collé, voilà ce que serait sa vitesse. S'il était collé, ça veut dire si V' était égal à 0. D'accord ? Un point
collé au référentiel, c'est un point qui n'a pas de vitesse dans ce référentiel. Donc on retrouve bien ici que si V' égale 0, évidemment que sa vitesse, c'est ça. Donc voilà pourquoi ça s'appelle la vitesse d'entraînement. C'est la vitesse qu'aurait le point s'il était cloué au référentiel. Est-ce que ça veut dire que en fait, tout le monde est décrit par une somme de deux composantes, une composante de translation et une composante de rotation? C'est ça. Bah, oui, c'est ce qu'on a vu. Le mouvement d'un solide, c'est que une rotation pure ou une translation pure, donc rotation pure, translation pure, ou une combinaison des deux avec une translation le long de l'axe, comme on a vu. Mais dans tous les cas, enfin, quoi qu'il en soit, le champ de vitesse Vp, ça s'écrit toujours VO' plus oméga vectoriel au prime P. Et donc, si le point M il se trouve sur le lieu du point P, eh bien, sa vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du point P, c'est la vitesse du point P en tant que point du référentiel, elle s'écrit comme ça. Et au prime M égale au prime P. OK? Donc voilà pour la vitesse, c'est très simple, c'est la même loi. Vous composez les vitesses en ajoutant la vitesse du point dans un référentiel avec la vitesse du référentiel là où se trouve le point. Et vous avez la vitesse dans l'autre référentiel. Donc un changement de vitesse, c'est très simple. Sauf que s'il y a une rotation, eh bien, ce n'est pas juste la vitesse de O'. Le point M, il n'est pas en O', il est ailleurs. Donc c'est la vitesse du point là où se trouve le point M. Et ça s'écrit comme ça en vertu de ce qu'on a vu sur le champ de vitesse d'un solide. Un référentiel est un solide. Et un solide est un référentiel. Disons, un solide matérialise un référentiel, si vous préférez. Mais voilà. OK, alors maintenant, bon, ça c'est bien, la vitesse c'est sympathique, mais il nous faut l'accélération, parce que les lois de Newton, les lois du mouvement, sont écrites en termes d'accélération. Alors, comment on passe à l'accélération? On dérive, voilà, on dérive une fois de plus. Alors, à nouveau, je ne vais pas le faire explicitement, mais vous allez, vous allez me croire sur parole. 2, vous pouvez le refaire tranquillement, ou vous pouvez regarder la vidéo de l'an dernier. Donc, si on redérive une fois de plus, on a A qui va valoir, c'est-à-dire l'accélération du point A dans le référentiel R. Ça vaut l'accélération, j'ai dit du point M, je ne sais plus, du point M dans le référentiel R', plus des termes. Donc, il va y avoir l'accélération du point coïncident, et puis encore autre chose. Alors, je vais vous l'écrire. Donc, ça c'est... Alors, vous voyez, là on avait plus la vitesse de O', plus oméga vectoriel O'. Là, on va avoir plus l'accélération de O', plus oméga vectoriel O'. Donc là, c'est un cran de plus. Vous avez la vitesse de O' plus oméga vectoriel O'. Vous redérivez une fois de plus. Vous avez donc l'accélération de O' plus oméga vectoriel O'. Mais ce n'est pas tout, parce que, en plus, oméga peut varier au cours du temps. D'accord? La vitesse de rotation du solide, enfin le vecteur rotation du solide, il n'est pas obligé d'être toujours le même. Donc si lui-même varie avec le temps, vous voyez bien que si vous dérivez ça, on est d'accord pour avoir l'accélération, c'est juste la dérivée de ça. Si vous dérivez ça, vous allez avoir en plus un terme en dω sur dt. Et donc, vous avez en plus dω sur dt vectoriel au prime. Oui? Vous pouvez expliquer comment est-ce que vous dérivez le oméga vectoriel au prime? Ça? Les deux derniers termes. Oui, alors, oui, voilà pourquoi d'habitude je veux toujours faire des calculs, parce que le truc c'est que là, je vous donne le résultat sans avoir fait le calcul. Juste, mais oui, le calcul montre que ça donne ça. J'essaie juste de vous faire sentir, mais on peut le faire si vous voulez. J'ai eu des requêtes de ne pas trop faire de calcul, donc, mais
Mais on peut, si vous avez du mal à le retrouver, je regarde, enfin, on le regardera ensemble. Donc, voilà ce qui sort. Et il sort un autre terme qui est intéressant. Bah, si vous dérivez ça, vous avez d de oméga sur dt vectoriel au prime m, mais vous avez aussi oméga vectoriel d de o prime m sur dt. Et donc, il va sortir un terme en plus qui est oméga vectoriel v'. Et en fait, il sort deux fois. Quand on fait le calcul, on voit que ce terme-là apparaît deux fois. Je vais faire un oméga un peu plus joli. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est assez indigeste, on est bien d'accord. Même si chacun des termes, en fait, on peut voir d'où ça vient. Enfin, de toute façon, il suffit de faire le calcul, ça prend 2 lignes. Hein. Alors, qu'est-ce qui n'est pas homogène? Oméga, c'est 1 sur... C'est des radians par seconde. Donc, c'est des secondes moins 1. Donc là, bon, accélération. Là, vous avez des mètres seconde moins 1, seconde moins 1. Donc, des mètres seconde moins 2, c'est bon. Là, vous avez des mètres seconde moins 1, seconde moins 1. Donc, c'est bon. Seconde moins 2. Non. Ça, c'est des mètres seconde moins 1, seconde moins 1. Des mètres seconde moins 2. Et là, des mètres seconde, seconde moins 1. Donc, c'est bien une accélération. OK? Alors, on appelle ça l'accélération de Coriolis. Et ça, tout ça, l'accélération d'entraînement. Pourquoi ça? C'est la même logique qu'ici. On appelait vitesse d'entraînement la vitesse Corel.m si on le clouait au référentiel. Et bien là, c'est pareil. C'est bien l'accélération Corel.m si on le clouait au référentiel. Parce que si on le clouait au référentiel, A', ce serait 0. On aurait même V' qui serait 0 et constant. Enfin, constant égal à 0. D'accord, si vous clouez le point dans le référentiel, il a une vitesse nulle par rapport à ce référentiel, il a une vitesse nulle tout le temps. Et donc, son accélération est nulle. Et par ailleurs, V' égale 0, si vous le clouez, donc ces deux termes-là s'en vont. Donc, il reste bien ce terme-là, qui est l'accélération du point où se trouve m, mais cloué au référentiel. Donc, c'est l'accélération d'entraînement. Donc, l'accélération par rapport à r, c'est l'accélération par rapport à r', plus l'accélération du point là où on se trouve, plus un terme, c'est ça qui est la nouveauté, donc qui s'appelle l'accélération de Coriolis. Qui dépend de la vitesse relative, qui est nulle si le corps est cloué, encore une fois, dans le référentiel. Si sa vitesse est nulle. Enfin, il suffit que sa vitesse soit nulle à l'instant considéré. Mais qui n'est pas nulle et qui doit être pris en compte si le corps se déplace. Voilà. Oui, par ailleurs, vous voyez effectivement que si vous avez une translation uniforme, enfin pardon, juste une translation, pas forcément uniforme, oméga vaut 0 par définition, si vous avez deux référentiels en translation, donc tout ça c'est nul. Donc on a juste l'accélération dans A, c'est l'accélération dans A', plus quand même un terme qui est l'accélération du point O', qui vaut 0 si la translation est uniforme, mais qui ne vaut pas 0 si la translation n'est pas uniforme. Donc si vous avez un référentiel qui est en mouvement rectiligne, mais pas uniforme, typiquement vous êtes dans le bus qui freine ou qui accélère, eh bien, vous avez une accélération supplémentaire qui va être responsable d'une force d'inertie. Alors, comment on passe de l'accélération à la force d'inertie? C'est très simple. Maintenant qu'on a ce lien entre A et A', on sait que MA égale somme des forces. Ça, c'est dans le référentiel galiléen. Et par conséquent, on a MA' qui vaut donc MA moins MAE moins MAC, qui vaut donc somme des forces, enfin je vais l'écrire en dessous,
somme des forces moins MAE moins MAC. Et donc, voilà l'équation du mouvement dans n'importe quel référentiel. Si vous connaissez le mouvement de votre référentiel par rapport à un référentiel galiléen, alors vous connaissez son oméga et le mouvement du point O'. Vous pouvez donc déterminer ce terme-là qui s'appelle la force d'entraînement, la force d'inertie d'entraînement. Et ce terme-là qui s'appelle la force d'inertie de Coriolis, ou force de Coriolis tout simplement. OK? Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Les lois du mouvement prennent la même forme dans un référentiel non galiléen que dans un référentiel galiléen, à condition d'ajouter deux forces, enfin, ou une force qui peut se décomposer en deux termes, une qui dépend de la vitesse du corps et qu'on appelle Coriolis, et une qui n'en dépend pas et qu'on appelle entraînement, puisque c'est la force du point cloué dans le référentiel, entraîné avec le référentiel. Alors avec moins, tout simplement parce que c'est A qui vaut A' plus AE plus AC, et donc A', ça vaut A' vaut A moins AE moins AC, et donc on a ça. La force est moins MAE. Tout à fait. Oui, alors on peut prendre des cas particuliers. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, cas particulier. D'abord, on va faire une translation accélérée. Donc, translation, ça veut dire oméga égale 0. À ce moment-là, vous avez MA égale somme des forces moins MAE. AE, c'est tout ça, mais tous les oméga sont nuls, y compris la dérivée de oméga. Ce n'est pas juste que oméga égale 0 à un instant donné. C'est oméga égale 0 tout le temps, une translation. Et donc il reste, et ce terme-là aussi est nul, il reste juste AO', qui est donc l'accélération du point O', mais en fait de n'importe quel point du référentiel, puisque s'il n'y a pas de rotation, tous les points vont à la même vitesse, par définition, c'est une translation, donc tous les points ont la même accélération. Donc ce A de O', c'est le A, c'est l'accélération, enfin c'est le vecteur accélération du référentiel R' par rapport au référentiel R. Je peux l'écrire plus explicitement comme ça. S'il n'y a pas de rotation, il y a un sens à parler de la vitesse du référentiel et de l'accélération du référentiel, et non pas juste d'un point dans le référentiel. Donc voilà ce qu'il en est. Alors ça, c'est très intéressant. Par exemple, dans le cas où vous avez une chute libre, si vous mettez dans un référentiel en chute libre, exemple, référentiel en chute libre. La fameuse expérience de pensée d'Einstein, vous êtes dans un ascenseur. En chute libre, ça veut dire que l'ascenseur est en train de chuter dans le champ de pesanteur avec l'accélération G. Comment s'écrivent les lois de l'univers, enfin les lois de la nature, les lois de la physique, les lois du mouvement, les lois de la mécanique si vous voulez, dans ce référentiel en chute libre?
eh bien, vous avez... Donc on l'a là, hein, ça fait... J'ai écrit MA, c'est le MA', hein, maintenant le A, c'est dans le référentiel que je considère, on est d'accord. Donc MA, enfin ce A là, c'est le A' de tout à l'heure. Donc MA égale somme des forces moins M fois l'accélération du référentiel, qui est G. Et donc, ce que vous voyez, c'est que dans ce référentiel, les lois de la mécanique sont celles-ci, mais parmi les forces, il y a le poids, qui vaut mg, qui vient juste d'être éliminé, purement et simplement, par ces lois d'inertie. Donc, dans le référentiel en chute libre, c'est tout pareil, sauf qu'il n'y a plus de poids. Vous ne sentez pas la gravitation dans un référentiel en chute libre. Vous êtes dans l'ascenseur et l'ascenseur est en chute libre, il n'y a plus de poids, tout va bien. Vous flottez. Ça dure jusqu'à ce que ça ne dure plus. Mais tant que le référentiel est en accélération, enfin est en chute libre, pardon, vous avez simplement éliminé le poids. Donc ça compense exactement le poids en vertu du principe d'équivalence. Parce que ce M là, celui-là, c'est la masse d'inertie. D'accord ? On a écrit ça. MA égale M ça plus MAE plus MAC. C'est le M de l'inertie. Tandis que là-dedans, votre poids, c'est le M de la gravitation. Donc, le mg gravitationnel moins le mg d'inertie ne vaut 0 que si la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. On a vu que c'était le cas. Ça s'appelle le principe d'équivalence. Voilà. Disons, la physique affirme aujourd'hui que c'est le cas, mais cherche à voir si c'est vraiment le cas. Alors, c'est vrai jusqu'à 10 puissance moins 15, voire moins 17 maintenant, je crois. Donc, le rapport masse d'inertie sur masse gravitationnelle est égal à 1 à 10 puissance moins 17 fois près. Enfin, à 10 puissance moins 17 près. Et je crois qu'on vise actuellement là, avec l'expérience en cours, là, comment elle s'appelle? Ah, l'expérience là, avec le satellite, là, comment elle s'appelle? Non, comment elle s'appelle? Non, elle s'appelle... Ah, c'est lié à la gravitation, bien sûr. Comment elle s'appelle? Bon, je vais retrouver tout à l'heure, ça va me revenir. On vise les 10 puissance moins 21, je crois. Le test. Bref. Non. Une expérience en orbite. Ah, comment ça s'appelle? C'est pas vrai. Bon, ça va me revenir. Ça va me revenir avant la fin. OK. Voilà, donc dans un référentiel uniformément accéléré, vous avez simplement rajouté une force constante si c'est uniformément accéléré. En tout cas, si c'est en translation, vous avez cette force à rajouter. Donc, il y a un exercice classique qui consiste à essayer de déterminer... Donc, vous avez de l'eau dans un récipient. Voilà. Donc là, au repos, dans un référentiel galiléen, si le récipient est au repos dans un référentiel galiléen, voilà, la surface libre à l'équilibre, la surface libre du fluide est horizontale. Si maintenant vous accélérez le récipient, eh bien, dans le référentiel accéléré, vous avez une force qui apparaît, qui, en plus du poids, est moins m fois l'accélération, si j'appelle A0 l'accélération. Et donc, vous avez une force
qui est la somme des deux, hein, en force effective dans le référentiel accéléré, eh bien vous allez voir que, alors là c'est un peu exagéré, enfin ça dépend, c'est une très forte accélération, et vous allez voir que la surface libre du fluide va être orthogonale à la somme des forces, comme c'était le cas dans le référentiel non accéléré. Donc si vous accélérez un récipient qui a du fluide dedans, vous prenez un verre d'eau et vous accélérez, vous allez voir que ça va déborder parce que l'eau va faire comme ça et ça va finir par... D'accord. Voilà. Ouais. Ouais, enfin bon, là, vous n'avez pas assez... Bon, enfin bref, vous avez tous l'intuition de ce qui se passe. Exo. Ça y est, on a fait la demi-heure? Les 3 quarts d'heure. Non, c'est vrai? Oh la vache, ok. Ok, alors, donc ça, c'était la translation accélérée. L'autre cas particulier, c'est... Ouais, mais là, on a fait un exo, l'air de rien. Un autre même, deux. L'autre cas particulier, c'est la rotation constante autour d'un axe fixe. Donc c'est l'autre cas particulier qu'il faut vraiment connaître. À ce moment-là, vous avez O' qui est fixe. Donc vous avez AO' qui vaut 0. Et vous avez oméga qui vaut une constante. Par conséquent, ça c'est nul. Et il vous reste ce terme-là et ce terme-là. Et donc vous avez la force d'inertie d'entraînement qui vaut moins ma fois ça. Enfin, moins m fois ça. Et ça fait m oméga 2 hm, où h est le projeté orthogonal de m sur l'axe. Ça s'appelle la force centrifuge. Non, je ne peux pas croire qu'on a déjà passé une demi-heure. Non. Oh là 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 là. Ça dépend du référentiel, on est bien d'accord. Et la force de Coriolis vaut moins 2m oméga vectoriel V'. Donc ça, c'est le H, c'est le projeté orthogonal sur l'axe. Donc si vous avez un corps comme ça qui tourne autour d'un axe, vous avez un point M qui se projette orthogonalement sur H. Eh bien la force centrifuge, qui est la force d'inertie d'entraînement, est en fait axifuge. Elle est dirigée de l'axe vers le point, vers l'extérieur. Et elle vaut m oméga 2 fois la distance à l'axe. La force est d'autant plus grande qu'on se trouve loin. OK. 16h45. Vache. Bon. Enfin, il faudrait encore passer une bonne heure là pour... mais bon, on peut pas. Microscope, voilà, merci beaucoup. Excellent. Voilà, l'expérience microscope, c'est très bien. OK. Tiens, d'ailleurs, en parlant de microscope, le scientifique principal, en tout cas l'un des scientifiques principaux sur cette expérience s'appelle Thibaut Damour. Il donne un séminaire vendredi ici. En fait, à l'Amphi Buffon, là, juste en face, si vous êtes intéressé, si ça ne tombe pas pendant vos cours. C'est fin de matinée. Sur les solutions analytiques en relativité générale, c'est peut-être pas... Non, bon, bref. Oui, c'est ça, je suis sûr que ça lui plaira beaucoup. En tout cas, c'est un monsieur très très bien, très très fort. Très très fort, mais très très fort.
Ok. Je peux effacer? Hein? Ouais? Bah, à la demande générale, mais c'est comme vous voulez. Ouais. Bon, donc retenez que dans un référentiel non galiléen, on peut quand même appliquer les lois de Newton. Il faut juste ajouter les forces d'inertie, dont l'expression est bien connue. Enfin, l'expression complète vaut ça, et dans des cas particuliers, c'est des choses très connues et très intuitives. Sauf la force de Coriolis. Oui? Dans le cas d'une rotation autour d'un axe fixe, on a ça plus ça. Non, on a ça et ça. Alors, si le corps n'est pas en mouvement dans le référentiel tournant, ben, la force de Coriolis vaut 0 parce que V' vaut 0. Le seul truc, c'est qu'on a ça, on a ça qui vaut 0, ça qui vaut 0, et voilà, donc il reste, oui, enfin, ça d'accord. Donc il reste ça, c'est l'accélération centripète qui donne lieu à une force centrifuge, et ça qui est l'accélération de Coriolis qui donne lieu à la force de Coriolis, moins m fois ça. Alors, il faudrait faire l'exercice de la chute sur Terre avec des déviations vers l'Est. Hein? Vers l'Est. Vers l'Est. Eh oui. Il y a tellement de choses à faire. Bon, enfin, c'est comme ça. On a normalement que 8 ou 9 cours. On en a déjà fait 10, donc bon. Allez, qu'est-ce que vous voulez faire comme exercice de rotation? Le 22? Allez. Les autres, on les a fait l'an dernier, vous dites? À tout aussi. À tout aussi, on l'avait fait l'an dernier? En DM. Ah, en DM. Ah oui? On le fait quand même. De toute façon, il faut aussi voir comment se mettent en œuvre les choses. Hein. Après, on peut faire le cylindre sur un plan incliné aussi. Je crois que je l'avais corrigé dans une vidéo. Mais... Ah, c'était l'année d'avant. Bon, écoutez, on va faire les deux, puisqu'on va aller super vite. On dit 22 alors. Hein? Allez. Alors, deux corps solides de masse M1 et M2 sont reliés. Bon, je vais faire le dessin. Une poulie. Un fil sans masse non extensible. Une masse M1, c'est celui-là qui est M1, oui, c'est celui-là. Une masse M2 qui va reposer sur un plan incliné, faisant avec l'horizontale un angle alpha. Donc ici, une masse M2. Alors, on va introduire les choses au fur et à mesure. Donc, deux solides de masse M1 et M2 reliés par un fil inextensible de masse négligeable sont disposés comme sur la figure, dans un référentiel supposé galiléen. Le fil entraîne sans glisser une poulie de centre C, bling, fixe dans ce référentiel, d'axe delta. Alors, comment on l'oriente? Ah, bah, c'est mis sur la figure. Donc l'axe est ici, il est orienté vers l'arrière. Donc je vais appeler U delta, le vecteur unitaire dans la direction, enfin porté par l'axe et dans la direction vers l'arrière du tableau. Donc ça fixe immédiatement un sens pour l'orientation des angles. Hein, s'il est orienté vers l'arrière, la règle du tire-bouchon vous dit que les angles augmentent dans ce sens-là. Hein, on va appeler θ l'angle associé à cette rotation, à partir d'une origine n'importe laquelle, peu importe. OK. Le fil entraîne sans glisser une poulie de centre C. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc le fil ne glisse pas à l'intérieur de la poulie. Donc si le fil va par là, la poulie est entraînée, et du coup ça fait monter ça, ou inversement. En tout cas, le fil ne glisse pas dans la poulie. Très bien. On note I delta, le moment d'inertie de la poulie autour de son axe.
Par exemple, si c'est un cylindre, cette poulie, ou enfin, un disque, vous vous rappelez que s'il est homogène, c'est 1,5 de mR2. Bon, mais en tout cas, il y a un certain moment d'inertie qui dépend de la répartition des masses autour de l'axe. Et on le note I delta. Alors, sa rotation est repérée par l'angle θ, orientée positivement dans le sens horaire, en conformité, blablabla. Le corps de masse M2 repose sur un support incliné. La position du corps de masse M1 est repérée par la coordonnée Z1 le long d'un axe vertical, orienté vers le haut. Donc le 0 est quelque part, peu importe. On appelle Z1 la position à un instant donné de la masse M1, enfin du corps de masse M1, orienté vers le haut. La position du corps de masse M2 est repérée par sa coordonnée X2 le long de l'axe X, parallèle au plan incliné, orienté vers le bas. Donc voici l'axe X, et la position ici de N2 s'appelle X2. Il y a un 0 quelque part, peu importe où aussi. Et donc, X2 repère la position du corps M2. Alors, on voit bien que si X2 augmente, comme le fil est inextensible, si X2 augmente, Z1 va augmenter et inversement. Et θ va augmenter aussi. Si X2 diminue, θ va diminuer et Z1 va diminuer. Bon, tout ça, très bien. Why not? Le champ de pesanteur est supposé uniforme, orienté vers le bas, machin, G. Donc, moins G UZ. Alors, on abandonne le système sans mouvement initial. Quelle relation doivent vérifier les grandeurs mentionnées ci-dessus pour que les masses et la poulie restent immobiles? À quelles conditions le corps de masse M1 se déplacera-t-il vers le haut? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que, si on lâche les choses là... Est-ce qu'il y a des frottements ici? Oh, c'est dommage. Bon, ok. Oui, mais ça a bougé après. La première question, ça ne bouge pas. Donc, si on le lâche comme ça, à quelles conditions ça ne bouge pas? Bon, ben, on va écrire l'équilibre des moments et l'équilibre des forces. Hein. Donc, on veut que la somme... Alors, on va recenser toutes les forces. Qu'est-ce qu'on a comme force? Alors, on a le poids de lui. P1. Le poids de lui. P2. Alors, on a dit qu'il n'y avait pas de frottement, donc il y a juste une réaction du support ici. Je vais l'appeler Rn2. On a le fil qui retient la masse ici. Je vais appeler ça... Est-ce qu'on nous donne des noms? Ah, très bien. T1. Et l'autre est appelé T2. Ah, oui, attendez. D'abord, on va mettre T2 ici. Alors, du coup, le fil est sans masse, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu, c'est-à-dire que la tension se transmet sans changer de norme tout au long du fil. Ce ne serait pas le cas s'il était massif, hein, mais là, c'est le cas. Donc, si le fil tire par là avec la force T1, il est lui-même retenu avec la même force T1, et donc il tire sur la poulie avec la force T1, donc, enfin moins T1 dans l'autre sens. On a ça, et on a ici moins T2. Donc ça, ce sont les données du problème, mais vous voyez que ça implémente déjà certaines connaissances qu'on a vues auparavant, donc ça ne nous surprend pas. Mais voilà ce qu'il en est. Donc c'est la tension du fil. Donc la partie du haut tire vers le bas, enfin retient ce qu'il y a en bas, et la partie du bas tire vers le bas ce qu'il y a en haut. Hein. C'est action et réaction. Donc c'est normal que cette force-là soit la même que celle-là, puisque le fil est, enfin, soit opposée à celle-là, puisque le fil est sans masse. Voilà. Et puis, alors c'est pas tout. On a le poids de la poulie. Je vais l'appeler grand MG en appelant grand M la masse de la poulie, why not? On ne nous le donne pas, donc probablement ça ne va pas servir. Par contre, on nous donne I delta. Ça va être important. La masse est cachée là-dedans, bien sûr. Hein. Le I, si c'est un disque homogène, c'est 1,5 de mR2.
où R est le rayon de la poulie. S'il n'est pas homogène, en tout cas, là-dedans est cachée la répartition des masses par rapport à l'axe. Et puis, il y a une réaction, oui. C'est qu'en fait, la poulie, elle est coincée dans un axe. Oui, ouais, c'est ça. Elle est tenue, enfin, son axe est fixe et elle peut tourner autour. Est-ce que c'est vraiment du coup utile de prendre en compte son poids et sa réaction, étant donné qu'elle ne va pas du tout influencer sur l'équilibre des masses? Certes, ça va, effectivement, ça ne va pas influencer parce qu'on va pouvoir, par exemple, si on calcule un moment d'inertie par rapport à C, c'est de... je vais l'écrire comme ça, R. Je vais faire semblant de... Enfin, je la mets éventuellement en biais, mais why not? La somme des forces doit être nulle. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le moment de ces forces par rapport à l'axe, ça va être 0. C'est en ce sens-là que ces forces ne vont pas influer sur la rotation de la poulie. Mais n'empêche, ces forces sont là. C'est-à-dire, c'est à nous de dire... Enfin, ce que vous dites... c'est pas la peine de les considérer puisque en fait elles vont avoir une influence nulle. C'est vrai, mais c'est mieux de le dire. C'est-à-dire on les écrit et on dit par contre elles ont une influence nulle, donc à partir de maintenant on les considère plus. C'est mieux que de ne pas les mettre parce qu'on peut se demander si vous n'avez pas juste oublié. Donc en l'occurrence vous avez parfaitement raison. Ces forces sont là, mais elles ne vont pas influer sur la rotation de la poulie. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des forces internes du système? Uniquement si vous associez à votre système l'axe. Mais sinon, non. Si votre système, c'est de la poulie, alors c'est des forces externes. Juste, elles n'ont pas de moment, mais elles sont là. Et en particulier, on pourrait vous demander quelle est la réaction du support. Et ça peut être quelque chose que vous auriez envie de connaître. Si, par exemple, cet axe est fixé, je ne sais pas, par un clou dans un mur, vous pouvez avoir envie de savoir quelle est la force... Quelle force va s'exercer sur cet axe pour dimensionner la taille de votre clou, par exemple. Donc, dire qu'elle n'influe pas, c'est pas pareil que de ne pas les mettre. Surtout si peut-être qu'à un moment, on va nous demander, by the way, quelle est la force de réaction, quoi. Et là, ce serait mieux de ne pas découvrir qu'il y en a une au moment où on vous demande combien elle vaut, quoi. OK. Bon, ben là, je crois qu'on a tout représenté. Tac, 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 tac. OK. Alors, dans quelle relation doivent vérifier les grandeurs mentionnées, si je suis pour que ça reste immobile? Alors, pour que la poulie reste immobile, ou c'est quoi qui est demandé? Pour que les masses et la poulie restent immobiles. Mais alors, on peut dire tout de suite que, de toute façon, les masses et la poulie sont solidaires, puisqu'on a dit que le fil ne glissait pas. Donc, si la poulie ne bouge pas, les masses non plus. Si les masses bougent, la poulie bouge. Enfin, c'est soit tout, soit rien. Du coup, on pourrait très bien se concentrer simplement sur la poulie et décrire les conditions. En fait, on va se concentrer un peu sur tout, mais on pourrait, déjà, prenons la poulie. On va pouvoir dire que les conditions d'équilibre de la poulie doivent être respectées. Et aussi les conditions d'équilibre de ça, et aussi les conditions d'équilibre de ça. Alors, conditions d'équilibre. Somme des forces égale 0. Et somme des moments égale 0. Alors normalement, il faudrait préciser somme des moments par rapport à quoi, puisque ça dépend. Mais comme la somme des forces est nulle, la somme des moments ne dépend pas du point où on le calcule. Donc, par exemple, on va pouvoir les calculer au point C. Ça paraît assez naturel. Justement, ça permet d'éliminer le moment des deux forces, réaction de l'axe et mg. On a supposé que ça tournait sans frottement, je suppose, ici. Sinon, on pourrait ajouter un couple de frottement là-dessus sans aucun problème. Il faut juste rajouter le moment qui correspond. OK. Alors, pour la poulie, quelles sont les forces qui s'exercent sur la poulie? R plus mg, plus T1, plus T2, tout ça, ça doit être nul. OK, ce sont les seules forces qui s'exercent sur la poulie. Donc, bien. Ça, c'est pour la somme des forces. Mais la somme des moments, alors, on va avoir le moment. Donc, on va directement projeter sur U delta, donc le moment par rapport à C. En fait, on va prendre le moment par rapport à delta. Oui? C'est pas plus et T1 est plus
Ah, exact, pardon, merci, bien vu. Le nom, il fait partie, est hors vecteur ou il fait partie du nom? Parce que moi, je considérais comme le nom, j'ai orienté après. Non, 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 là, il est mis clairement comme ça, T1 moins T1. Donc, c'est... Mais dans le moins T1, le vecteur, le moins fait partie du nom du vecteur. Non. Oui, enfin, cette force-là, c'est moins T1. Comme on aurait pu s'appeler Jacob. Voilà, mais Jacob égale moins T1. Ok? Hein? Non, c'est plus moins T1. Voilà. Si on veut être explicite, on va faire ça. Voilà. Ok, le moment par rapport à delta. Donc je vous rappelle que ça, c'est le moment par rapport à C scalaire U delta, par définition. Ok? Alors, qu'est-ce que ça vaut? Enfin, là, c'est la somme de tous les moments par rapport à C. Alors, égal. Je vais mettre tot. Enfin, là, je vais mettre 0, puis je vais mettre à côté. Sinon, on va manquer de place. Alors, ok. Alors, le moment par rapport à delta de R est égal au moment par rapport à delta de P, enfin le grand MG ici, est égal à 0. Ça, c'est réglé. Mais il reste les deux autres. Alors, le moment de par rapport à delta, pardon, de moins T1. Alors, que vaut ce moment? Eh bien, il vaut la force fois la distance à l'axe, hein, fois le bras de levier. Oui, mais on va l'avoir. Le moment, en fait, sa norme, c'est la norme de la force fois le bras de levier, et sa direction, on va regarder. La force moins T1, elle fait tourner par là. D'accord? Donc, elle est suivant moins U delta. D'accord? U delta est dirigé vers l'arrière. Donc, cette force-là fait tourner dans ce sens-là, donc avec un signe moins. Donc, ça va être moins fois la norme du moment. La norme du moment, c'est la norme de T1, la norme de la force, fois le bras de levier, c'est-à-dire cette distance-là. Et ça, c'est le rayon de la poulie. Je crois qu'il s'appelle grand R, non? Et puis, le moment par rapport à delta de moins T2, l'autre force qui s'applique sur la poulie. Alors, en norme, ça va être T2 fois la distance à l'axe, c'est-à-dire un nouveau grand R. Ouais. Et avec quel signe? Eh bien, cette force moins T2, elle fait tourner dans le sens du delta, donc c'est bien avec le signe plus, comme ceci. Voilà, donc dire que la somme des forces est nulle, c'est dire que 0 plus ça égale 0, et donc somme des moments par rapport à delta égale 0, équivaut à T1 égale T2. En norme. Et voilà. Bon, c'est bien, mais que vaut T1 et que vaut T2? Oui. J'ai un petit problème de. Ouais. Parce que là, on suppose que l'angle, il est de 30 degrés entre C, le point de vue d'application, et la force. Voilà. Et en fait, oui, c'est vrai, mais il faut le démontrer. Ah, il y a un problème, quoi, parce qu'on sait pas. pourquoi il faut le démontrer? Pourquoi c'est vrai? Surtout pour T2, parce que T1, à la limite, j'ai envie de dire c'est intuitif. T2, c'est intuitif aussi, mais un peu moins. Bah, c'est vrai, mais on se persuade de ça, et ça fait des. oh, On peut le prouver. Comment on peut le prouver? parce que le fil est tendu.
Donc s'il est tendu... Oui, physiquement, d'accord, mais enfin, je veux dire, Non, mais... Oui, allez-y. Je ne comprends pas à quoi correspond ce R là. Le rayon de la poulie. Alors... Ok. Oui. moi, je suis d'accord pour son personnage. Oui. Non, mais c'est une bonne question. Il faut qu'on trouve l'argument. Mais peut-être, voilà, c'est le genre de question, peut-être qu'il ne faut pas perdre du temps là, maintenant et voir ailleurs. Enfin, Oui, mais... c'est ça que ça va perturber en amont, mais en fait, là, c'est pas grave pour l'exercice. Non, mais c'est bien, il faut comprendre. Donc, le truc, c'est que... Donc, dire qu'ici, il y a un angle droit, c'est dire que ce fil-là, il est tangent à ça. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il n'est pas tangent, c'est qu'il fait un angle par rapport à la tangente. Et donc, la question, c'est... Comme le fil est tendu, en fait, c'est ça. Le fil est tendu, donc le fil est une droite. D'accord ? Or, là, donc s'il n'était pas tangent, il y aurait un coude. Et donc, il n'est pas tendu. C'est-à-dire, si vous tendez là, il va se mettre comme ça. C'est-à-dire... En fait, c'est ça, c'est qu'il doit faire une droite. Il ne peut pas y avoir de coude. C'est ça que ça veut dire. Puisque le fil est tendu, par définition. Alors après, vous me direz, oui, mais il ne fait plus une ligne droite ici. Oui, mais parce que là, enfin, vous avez un support, vous avez des... Effectivement, il est brisé là. Avec la dérivée juste avant qu'on parte de la poulie et la dérivée juste après soit égale en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc ça doit être tangent. En fait, moi, d'intuition, je me disais que c'était même l'angle, il était un peu... Un peu plus? Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est dans aucun sens. Voilà. Et c'est pas possible, sinon ça rentrerait dans la poulie. C'est ça. Si à partir de là, vous tendez des droites, ouais, si vous tendez des droites, vous voyez bien que le seul endroit qui ne fait pas d'angle, c'est par définition de la tangente d'ailleurs. Définition de la tangente, c'est là où la droite ici coupe le cercle en un seul point. Ok, bon. Alors, donc on a ça, donc T1 égale T2. Maintenant, reste à savoir ce que vaut T1 et T2 quand même. On peut invoquer la troisième loi. À quel moment? Notre fil avec le principe de l'action réciproque, comme il est inextensible, on a du coup là, en norme T1 égale T2. T1 égale moins T1. Ah, mais on l'a déjà utilisé pour dire qu'ici c'est moins T1. C'est pas juste un nom, hein, c'est moins celui-là. Donc ça, oui, ça on l'a déjà implémenté. Parce que le fil est sans masse, hein. Rappelez-vous. Oui. Dans l'intuition, même si je sais que c'est faux, j'ai envie de dire que T1 égale moins T2. Et je ne sais pas pourquoi c'est faux. T1 égale moins T2? Parce que je me dis... Bah déjà, ils n'ont pas la même direction. Hein. En norme. Mais je me dis... Ah ben en norme, ça peut pas être... Ok, bon, alors, C'est forcément positif. en fait, je comprends en valeur absolue. En valeur algébrique, mais non, mais... En fait, je veux dire, si M1 augmente, T1 va augmenter. S'il ne bouge pas. Si M1 augmente, T1 augmente, Et oui. du coup, pour que M2 ne bouge pas non plus, il faut que c'est M2 qui augmente. Ce qu'on vient de voir, c'est que pour que la poulie ne tourne pas, il faut que la force qui l'a fait tourner vers la droite soit pas plus grande que la force qui l'a fait tourner vers la gauche, ni plus petite. Il faut qu'elle soit égale. C'est ça qu'on vient de voir. D'accord? Donc le moment de ça et le moment de ça doivent être égaux. Donc ils sont égaux. L'affaire est réglée. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils valent? Faire des petits PFD sur juste la masse M1 et M2. Voilà, absolument. Mais pourquoi ils ne sont pas reliés finalement? Non mais T1 et T... Ah, C'était qu'un seul fil, mais c'était relié. Mais là, comme il y a une... Ils sont reliés. oui, parce que là, il y a un frottement. Imaginez que vous ayez en fait une chaîne avec une roue dentée, genre une chaîne de vélo. Entre deux maillons, là, pris dans la chaîne, là, il y a même zéro tension, là. Ça flotte à la limite. Ça pourrait flotter. Donc, il n'y a pas un lien direct entre T1 et T2, justement. Bah, pensez à une chaîne dans des maillons et vous verrez que une fois que vous avez
j'allais dire, vous avez chopé le maillon là, ici et là, au milieu, vous pouvez même la couper, la chaîne. Hein. Et là, il n'y aura plus du tout de tension. Vous pouvez même donc, vous pouvez la prendre. Alors, elle va être plaquée, donc ça va être, mais il n'y a pas de tension. Vous pouvez la couper et jouer avec les maillons entre eux. Il n'y a pas de souci, là. Donc, il n'y a pas un lien impératif entre cette tension et cette tension-là. Par contre, néanmoins, on retrouve que si ça ne tourne pas, alors les tensions sont égales. Mais il se trouve qu'elles sont égales, parce que ça ne tourne pas. Et quand ça va tourner, ce ne sera pas le cas, justement. Enfin, sauf si ça tourne à vitesse constante. Bon, on va voir. Alors, vitesse angulaire constante. Alors, donc comme vous avez dit, l'équilibre là-dessus, ça nous a dit que T1 égale à T2, mais maintenant, on voudrait aussi cet équilibre-là. Donc T1, on le voit bien, que vaut T1 ? Il vaut P1. Sinon, celui-là bougerait. Hein, donc si effectivement on fait la somme des forces, donc ça c'était sur la poulie. Maintenant on peut faire le corps 1. On a commencé par la poulie, maintenant on fait le corps 1. Bon, ben là il n'y a pas de moment, mais enfin disons par rapport au centre de masse, il y aura des moments nuls. Par contre, la somme des forces nous dit que T1 égale moins M1G. Enfin, ce T1-là, il s'oppose au poids. La somme des forces vaut 0. Donc, module de T1 égale M1G. OK. Et maintenant, le corps 2. Eh bien, alors là, on va l'écrire complètement, parce qu'il y a une force en plus. Il y a R2, Rn2. Donc on a T2 plus Rn2 plus M2G qui vaut 0. Ça, c'est sûr. Rn fait ce qu'il faut, T2 fait ce qu'il faut. Mais effectivement, si on veut simplement... Nous, on cherche T2. Donc on va juste projeter ça sur l'axe X. Donc Rn2 dégage, enfin se projette en 0. Et lui arrive ici. Alors si on a alpha là, on a alpha là. Et ça fait effectivement un sinus. Voilà. Donc ça va nous dire que T2 en norme égale M2G sinus alpha. Alors, on n'a pas écrit toutes les conditions d'équilibre de ces corps-là. On a dit que la somme des forces était nulle. Il faudra aussi dire que la somme des moments est nulle. Mais là, c'est le cas. Hein. Si on calcule le moment par rapport au point G de chacun des corps, enfin, oui. Oui. De toute façon, c'est tout ce qu'on veut, on est d'accord. Mais ceci dit, si le fil était attaché sur le côté, alors si on avait ça, la somme des moments nous dit qu'en fait, ça ne resterait pas comme ça. Pardon, le point G est là. On aurait le poids ici, et en fait, ça nous dit que le corps se mettrait comme ça. Donc l'équilibre des moments fait qu'en fait, le corps ici va tourner de telle façon que son centre de masse soit sous le fil. Vous voyez ça? C'est important ça. Parce que là, on l'a représenté comme ça, comme si ça allait de soi que le fil prenait le corps au milieu. Et comme si ça allait de soi d'ailleurs que le corps était homogène. Mais peu importe. Vous attachez le corps, ce corps, c'est un truc bizarre comme ça. Ça marche aussi. Hein. Voilà le corps M1. Celui-là, il est mieux qu'il soit plat parce qu'il va glisser sur le support. Mais celui-là, il peut faire ce qu'il veut. Donc je l'attache quelque part. Il a une forme bizarre. Il n'est peut-être même pas homogène, peu importe. Il a son centre de masse quelque part. Ici. Ah. G. Voilà le corps. Voilà son centre de masse. Comment va-t-il se mettre? Eh bien, à l'équilibre, la somme des forces vaut 0, donc mg égale T1, très bien, en norme.
Mais la somme des moments doit être nulle. Or, on a vu l'autre jour que le poids pouvait être, enfin, l'ensemble de tous les petits poids pouvait être amené à un poids qui s'applique en un point, le point G. Donc on a ici P, et ici on a T1. Il faut que la somme des moments au point G soit nulle. Alors la somme du poids, le moment du poids au point G, il vaut 0, puisque le poids passe par le point G. Mais pour que le moment de T1 soit nul aussi, puisque c'est la seule autre force, il faut que le bras de levier, c'est-à-dire la distance entre le prolongement de la force et l'axe, soit nul aussi. Et donc le corps va se mettre de telle façon que le point G soit sous l'axe. Enfin, sous sous dans le prolongement de la tension, donc sous le point d'ancrage, exactement, sous le point d'attache. OK ? Donc ça peut très bien tourner, et ça va faire ce qu'il faut pour que le point G soit dessous. Du coup, la somme des moments est bien égale à 0, et on a bien condition d'équilibre. Yes ? Bon, ceci dit, on avait juste ici besoin de T1 et T2. Donc ça, c'est l'équilibre de la poulie. Ça, c'est l'équilibre du corps 1. Ça, c'est l'équilibre du corps 2. Il suffit de mettre la valeur de T1 là et la valeur de T2 là. Et on a la relation cherchée qui est M1G doit être égal à M2G sinus alpha. Oui. Alors, j'ai une question. Ouais. Dans le essai, on nous dit bien donc, ce qu'on a fait. On néglige tout frottement entre le corps et le support. Ouais. La question c'est, dans ce cas-là, comment on justifie qu'on ne néglige pas RN2? Ah, parce que RN2, la réaction normale, c'est celle qui empêche que le corps pénètre dans le support. S'il n'y avait pas cette force-là, le corps, il viendrait se mettre là. Hein. Non, mais n'a-t-on pas vu que quand il y avait une réaction normale, on avait une réaction tangentielle? Ça, c'est des frottements. Ah non, justement, quand on a une réaction normale, alors s'il y a des frottements, on peut avoir une réaction tangentielle qui vaut jusqu'à état fois Rn. Donc la réaction normale n'implique pas les frottements. Ah non, non. Il pourrait très bien y avoir des frottements là, et qu'il n'y ait pas de force de... regardez. Coussin d'air n'a pas de réaction normale, il n'y a pas de frottement, Coussin d'air a des réactions normales, bien sûr. Des réactions normales, Mais sinon, il traverserait, puisqu'il y a le poids vers le bas. il projette de l'air sur... Enfin, c'est de la fiche. Non, 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 mais... Il n'y a pas de réaction avec le support, le coussin d'air. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réaction. Enfin, pour moi, c'est... Alors, si vous la décomposez... Ah non, non, c'est pas pour ça. Non, non, c'est juste que ça frotte pas. Enfin, vous pouvez le décomposer. Vous pouvez dire que... Enfin, si vous voulez, il y a une réaction normale du support sur le coussin d'air, sur l'air. Mais effectivement, prenez plutôt prenez je sais pas, un truc savonné ou du verglas, un truc où le frottement est très faible. Il y a quand même une réaction normale, sinon ça traverserait. Oui, mais la réaction normale, elle est la même. Elle vaut mg toujours. Mais ça, en fait, on voit ça dans la variation du l'état, le état statique. Ouais. Enfin, oui, le état est petit. Mais on a toujours une... C'est pareil sur vos coussins d'air. par rapport à l'état. Comment on peut négliger? On a la relation Rn égale état RT. Non, 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 jamais, 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 jamais. Mais regarde. Enfin, si, des fois, mais rarement. Enfin, juste quand ça glisse. C'est ça le point. Ou état statique, ou état... Non, mais même. Si ça glisse, vous avez Rn égale état dynamique, RT égale état dynamique Rn. Si ça glisse, sinon, tout ce que vous pouvez dire, c'est que RT est plus petit que état statique Rn. 0, c'est plus petit que état statique Rn. Regardez, ce corps est posé sur la table. Il y a un Rn, manifestement. Est-ce qu'il y a un RT? Pas du tout. S'il y avait RT, comme il n'y a pas d'autre force tangentielle, s'il y avait un RT par là, le corps irait par là. S'il y avait un RT par là, le corps irait par là. Il n'y a pas de RT. Le frottement fait que, si jamais on veut le faire glisser, le frottement va s'y opposer.
tant qu'il peut, c'est-à-dire jusqu'à ça. Si pour empêcher le glissement, il faut plus que ça va glisser. Et du coup, on aura ça. Mais si pour empêcher le glissement, il faut un RT qui vaut la moitié de ça, ou un tiers de ça, ou pi sur racine de 16 fois ça, enfin racine de 16 ça fait 4, mais ok, soit, eh bien ça va s'empêcher. Ça va empêcher le glissement. Ça va s'adapter pour que ça glisse pas. Donc, vous pouvez très bien avoir un RN sans RT. Vous avez toujours un RN, et RT, bah, ça dépend ce que vous demandez au corps. Et quand ça bouge aussi, on peut négliger... Ah non, quand ça bouge, c'est gagné, ça vaut ça. D'accord. Alors après, si tu as des petits, bah, c'est peu. Dans la suite, M2 va descendre. Ouais. Dans la suite de l'exercice, on aura des frottements. Alors, si on a un coefficient de frottement ici qui n'est pas nul, si on ne le néglige pas, alors oui. Si on le néglige, bah, il est négligé. Mais de toute façon, oui, il y aura des frottements. D'accord. Ok. Alors, donc on en est à petit 2. Exprimer en fonction... Donc la condition, c'est celle-là. Exprimer en fonction de la vitesse angulaire, oméga égale θ point, le moment cinétique sigma c de la poulie par rapport à son centre, puis sa projection sigma delta sur l'axe. De toute façon, on ne voit plus rien là. Si, peut-être encore un peu. Allez, je vais remettre un corps qui est un peu moins moche. Ok. Alors... sigma c égale, alors si la poulie est symétrique, tout ça va être suivant U delta. Bah, en fait là, il n'y a rien d'autre à faire, c'est le cours comme on l'a déjà fait, je vais juste l'écrire. Donc ça fait I delta, θ point, U delta. OK pour tout le monde, hein, c'est la quantité de rotation, c'est comme la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. La quantité de rotation, c'est l'inertie fois la vitesse angulaire, puisque c'est une rotation. OK, et donc sa projection sur l'axe, par définition, c'est sigma c scalaire U delta. Et donc, c'est I delta θ point. Ah, c'est ce qui est justement appelé dans l'énoncé oméga. Θ point, on note oméga. Okay, vitesse angulaire, très bien. Troisièmement, appliquer le théorème du moment cinétique à la poulie et en déduire une équation différentielle portant sur l'angle θ. OK. Alors, théorème du moment cinétique. Donc la dérivée de sigma delta, c'est la somme des moments par rapport à delta. Le même axe, bien sûr, de toutes les forces. Et donc on a I delta θ2 point, ou oméga point, je ne sais pas pourquoi ils nous font introduire oméga, mais qu'à cela ne tienne. Bon, je vais écrire d oméga sur dt. Voilà. Donc, I delta d oméga sur dt, la dérivée de ce truc-là, est égale à... Alors, la somme des moments, en fait, on les a déjà vus. Hein, toujours R et mg ont des moments nuls. Et donc, il y a les moments de ces deux-là qu'on a calculés avant. Donc, juste, je les réécris, je viens de les effacer ici. C'était donc T1 fait tourner avec un sigma, donc moins T1R. Et T2 fait tourner dans le sens positif plus T2R. Je vais écrire T2 moins T1R. Et là, vous voyez que effectivement, s'il y a une accélération angulaire, eh bien T2 n'est pas égal à T1. Ou inversement, si T2 n'est pas égal à T1, alors il y a une accélération angulaire. C'est plutôt comme ça d'ailleurs. Si vous tirez plus d'un côté que de l'autre, alors tirer plus, ça veut dire fournir un moment, enfin, appliquer une force dont le moment est supérieur. Alors, en l'occurrence, un moment supérieur, ça veut dire une force plus grande, puisque les deux forces sont appliquées à la même distance de l'axe, il y a le même bras de levier.
Mais ce ne serait pas forcément toujours le cas. Ok, donc I delta d oméga sur dt égale T2 moins T1 R. Très bien. Quatrièmement, appliquer la relation fondamentale de la dynamique au corps de masse M1 et en déduire l'équation différentielle portant sur la coordonnée Z1. Bon, bah pour le corps de masse M1, on a M1 A1 qui est égal à la somme des forces, c'est-à-dire T1 plus M1G. Tout est vertical, je vais le projeter directement sur l'axe vertical. Donc ça fait M1 Z1 de point qui vaut T1 moins M1G. Bon. Question 5. Appliquer la relation fondamentale de la dynamique au corps de masse M2 et en déduire l'équation différentielle portant sur la coordonnée X2. Donc pareil ici, on a M2 A2 qui vaut T2 plus Rn2 plus M2G. Somme des forces égale la masse fois l'accélération. Et en projetant sur X, si je fais tout ça scalaire UX, j'obtiens alors M2 X2 de points égale, donc je projette sur X, T2, ça fait moins T2, où je note T2, la norme, bon, je vais laisser la norme, ça va être plus explicite. Moins T2 comme ça. Rn se projette en 0, et le poids, c'est comme tout à l'heure, se projette en plus M2G sinus alpha. Donc voilà l'équation différentielle recherchée. Mais j'ai du rouge, moi. Ouais, j'ai du rouge. Alors, on a ça. Et ça. Et ça. Voilà les trois équations portant sur la poulie, sur le corps 1, sur le corps 2. Sixièmement, jamais aller si vite. M1G égale M2G sin alpha. Je vais noter là. Ah, ça, c'est la condition d'équilibre, hein, ça ne va plus être le cas après. Ah, on n'a pas répondu à une partie de la question 1 ? Non ? À quelles conditions le corps de masse M1 se déplace-t-il vers le haut ? Bon, ben, la condition, c'était que le moment impliqué par cette force-là soit plus grand que celui-là, c'est-à-dire que M1G soit plus petit que M2G sinus alpha. Ça, c'est l'équilibre des moments. Si M1 est plus grand, alors ça va tomber vers la gauche. Si c'est M2 qui est plus grand, ça va tomber vers la droite. Bon, alors je reprends. Sixièmement, quelle relation relie le corps, la vitesse du corps 1, Z1 point, la vitesse du corps 2, X2 point, et la vitesse angulaire de la poulie, oméga égale θ point. Ah, parce que là, on est d'accord qu'on a trois équations, mais on a trop d'inconnus. On a une inconnue, deux inconnus, trois inconnus, quatre inconnus, cinq inconnus. On a 5 inconnus et 3 équations. Il faut trouver 2 autres équations. Alors, c'est justement ce que fournit cette question-là. Quelle relation relie la vitesse de ce corps-là, la vitesse de celui-là et la vitesse angulaire ? Alors, effectivement, ce que vous dites... Alors, qu'est-ce qui vaut R oméga ? La V1. Donc, V1 égale R oméga. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ouais. Que la corde, elle est inextensible. Non.
Enfin, elle l'est, mais ce n'est pas ça qui vous permet de le dire. Bah, si la corde avait été extensible, on ne pourrait pas dire que le point de la poulie, il n'y a pas de glissement. C'est ça le point clé. D'accord? C'est que le point de la poulie est un solide. Donc, donc, le point qui se situe à une distance grand R du centre, lui, il va à la vitesse R oméga. S'il n'y a pas glissement, alors le point du fil qui coïncide avec ce point-là va à la même vitesse. Le glissement, ce serait s'ils ne vont pas à la même vitesse. Donc s'il n'y a pas glissement, c'est que le point du fil qui est en contact ici va aussi va à la même vitesse que le point de la poulie. Donc le point du fil, comme c'est effectivement inextensible, c'est V1, c'est-à-dire c'est Z1 point. Et donc Z1 point doit être égal à R oméga. Okay. Je vais écrire directement Z1 point ici. Alors il faut vérifier les signes. Si Z1 point est positif, c'est-à-dire si le corps va vers le haut, alors oméga tourne bien dans le... Enfin, oméga augmente. La poulie tourne bien dans le sens θ point positif. Donc c'est bien ce signe-là. OK. De la même façon, ici, la vitesse de M1 par là, c'est la même chose que la vitesse de M2 par là, parce que le fil est inextensible. Et donc, on a par ailleurs x2 de point, x2 point qui vaut Z1 point. Et bien voilà nos deux équations supplémentaires. Maintenant, on a 5 équations à 5 inconnus. Et donc, il n'y a plus qu'à. Alors, en l'occurrence, c'est complètement immédiat, puisque si les vitesses sont égales, les accélérations le sont aussi. Et donc, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande précisément? Donc ça, c'était la question 6. OK, le lien entre un truc. Septièmement, à partir des questions précédentes, déterminer l'accélération du corps de masse M1, c'est-à-dire Z1 de point. On l'écrira sous la forme Z1 de point égale un certain nombre fois G. Et on exprimera ce nombre-là en fonction de toutes les données du problème. Alors, allons-y. Donc, on cherche Z1 de point. C'est là. Donc, on a Z1 de point qui vaut T1 sur M moins G. Alors, il nous faut T1. T1, il est ici. Mais il est ici en fonction de oméga point. Ça, c'est pas grave, puisque oméga point, c'est Z1 point. Donc, ça va. Mais aussi en fonction de T2. Donc là, si je remplace T1 à partir de là, j'introduis T2. Mais ce n'est pas grave, parce que T2, je peux le remplacer à partir de là. Ah oui, mais ça introduit X2. Mais ce n'est pas grave, parce que X2, en fait, c'est Z1. Donc au bout du compte, je n'ai plus que du Z1. Ouais. Donc, à partir de ça, Z1 de point, c'est T1 sur M moins G. Fort bien. Je remplace T1. Ça me donne donc Z1 de point égale... Alors, T1, ça vaut quoi, là? Ça vaut I delta oméga point sur R. Non, ça vaut I2 moins I delta oméga point sur R. Ouais, j'ai dit... je ne sais plus ce que j'ai dit. Attendez, là, c'est M1. Voilà. Donc, T2 moins I delta oméga point sur R. Tout ça sur M1. Moins G. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais je crois que c'est bon. Non, c'est bon. OK. Alors maintenant, ce oméga point, en fait, c'est Z1 de point sur R. Oméga point égale Z1 de point sur R. Et par ailleurs, T2, c'est T2, c'est MG. Ah, c'est quoi ce M? C'est M2 là. Ouais. T2, c'est M2G sinus alpha moins M2 X2 point et X2 de point. Donc,
M2G sin alpha moins M2 X de 2 points. Vous permettez que X de 2 points, je l'écrive. Non, je vais faire en deux temps. Juste pour si vous êtes en retard sur l'écriture. Donc M2 X de 2 points. J'ai juste écrit ça là. Moins I delta sur R2 Z1 de points. Tout ça divisé par M1 et tout ça moins G. Et donc, finalement, donc voilà, maintenant, si je dis que ce Z2, ce X2 de points, en fait, c'est Z1 de points, eh bien là-dedans, j'ai plus que du Z1 de points. Et ça y est. Donc Z1 de points égale, alors, je vais tout multiplier par M1. Allez, je vais faire une étape. Donc, facteur de M1 plus I delta sur R2. Ça, c'est bien une masse, hein, parce que I delta, c'est du MR2. Donc ça, c'est homogène. Donc j'ai envoyé lui là-bas, et maintenant j'envoie lui, plus M2, en fait, tout bêtement. Ah non, moins M2. Non, plus M2. Ouais. Et tout ça, c'est égal à M2G sinus alpha moins M1G. Eh bien, c'est génial. Donc Z1 de points égale, et là on est content de voir apparaître cette grandeur-là. Donc on a M2 sin alpha moins M1 G sur M1 plus M2 plus I delta sur R2. Ben voilà. Voilà l'accélération du corps 1, qui est aussi l'accélération du corps 2, en norme ici. Et on voit que Z1 de point est positif si et seulement si M2 sin alpha est plus grand que M1. C'est ce qu'on avait trouvé par l'analyse qualitative au début, ce qui est bien normal. Et là, on a... Donc vous avez Z1 de point, c'est-à-dire l'accélération du corps qui est bien proportionnelle à G. Donc soit M2 sin alpha est plus grand que M1 et le corps monte, soit M2 sin alpha moins M1 est plus petit que 0, enfin donc M2 sin alpha est plus petit que M1, le corps descend, avec une accélération qui est l'accélération de la pesanteur, mais pondérée par ce terme-là, qui est un terme sans dimension, comme il se doit, une masse divisée par une masse. Et puis voilà, quoi. On suppose qu'à l'instant t égale 0, le système est abandonné à lui-même à partir de l'état initial où la masse M1 est maintenue au repos sur le sol. Z1 égale 0, Z1 point égale 0. Déterminer la vitesse de ce corps lorsqu'il atteint l'altitude H. J'aime bien. Un petit résultat. Oups. Un petit raisonnement énergétique qui va suivre. On le voit pointer. On l'entend qui arrive. Doucement, à pas feutrer. C'est bon. Je peux effacer quoi à droite? Rien? Tout? Le début? Oui? Tout? Allez. Pas de protestation. Bon, alors, il est difficile de faire plus simple. Hein. On a Z1... On a Z1 de point qui est une constante, Kg, où j'appelle K ce truc-là, comme suggéré dans l'énoncé. Et par conséquent,
on a Z1 point qui vaut KGT plus Z1 point de 0, mais c'est-à-dire 0, pardon, vitesse initiale, et on a Z1 de T qui vaut 1,5 de KGT2 plus 0, puisqu'on a pris Z1 égale 0 à T égale 0. OK. Alors, on nous demande à quel moment... Non, on demande la vitesse du corps. Donc, le corps est parti du sol. Et quand il arrive à la hauteur h, quelle est sa vitesse? Eh bien, il faut déjà regarder à quel instant il arrive à la hauteur h. Et quand on aura l'instant auquel il est arrivé à la hauteur h, on pourra le reporter là, on aura la vitesse. Donc, le corps atteint Z1 égale h à l'instant TH égale 2h sur kg racine. R carré là, oui. Oui, parce qu'oméga point, c'est... Il a alors la vitesse Z1 point égale KGTH égale racine de 2KGH. Bref, c'est exactement comme si c'était dans un champ de pesanteur tout bête, sauf que l'accélération de la pesanteur, c'est pas G, c'est KG. Mais c'est une constante, donc voilà. OK. Ça, c'était le 8e. Je peux effacer là? Ouais. 9e, calculer l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique de quoi? Ouais. Un vrai bonheur. L'énergie cinétique totale du système corps 1, corps 2, poulie. Yes? Ah, donc on est d'accord, là j'ai juste intégré à partir de 0 jusqu'à la hauteur h. Donc ça c'est un dispositif qui permet de lever si M2 est plus grand que... Si M2 sin alpha est plus grand que M1, on lève le corps. Alors quand on arrive à la hauteur h, on y arrive d'abord à cet instant-là, on a alors cette vitesse-là. Quelle est l'énergie cinétique totale du système? Bon, bah, EC1, c'est 1,5 de M1 Z1 point carré, 1,5 de M1 V1 carré. EC2, c'est 1,5 de M2 X2 point carré, mais X2 point, c'est Z1 point. Et la poulie, c'est quoi l'énergie cinétique de la poulie? Son centre de masse ne se déplace pas, mais il y a l'énergie de rotation. Chaque point dans notre référentiel, les points de la poulie sont en train de tourner, donc ont une vitesse. Et quand on fait la somme de tous les 1,5 de MV2 de chaque point de la poulie, on obtient, on a fait le calcul général pour n'importe quel corps, on obtient justement 1,5 de I delta oméga 2. Peut-être je vais écrire ici le x2 point carré. Voilà.
Donc ça, c'est par définition. Et maintenant, on remplace par ce que ça vaut. Donc x2 point, c'est pareil que z1 point. Et donc, je peux mettre en facteur ces deux trucs-là. Donc, ça fait m1 plus m2. Je vais l'écrire explicitement là. x2 point égale z1 point. Et là, oméga, c'est pareil. Oméga égale z1 point sur R. Donc j'ai plus I delta sur R2, tout ça fois Z1 point carré. Et Z1 point carré, le voilà. Enfin, Z1 point vaut ça, donc Z1 point carré. Ouais. C'est marrant parce que c'est exactement depuis. Eh oui. Enfin, avec un facteur. Ouais. Ouais. Et alors justement, c'est pas par hasard. Et c'est vous qui allez m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on obtient finalement si maintenant je mets ici la vitesse au carré? Donc ça fait 2 kgh. Donc le 2 élimine le 2. Donc on a m1 plus m2 plus I delta sur R2 fois fois kgh, c'est ça? Mais K, c'est ça. Donc, ça fait M2 sin alpha moins M1 GH. Aïe. Je suis maladroit aujourd'hui. Voilà. Question 10. Ce résultat est-il conforme à ce qui pouvait être attendu? Commentez. Alors avant que vous répondiez tous en chœur, je réinsiste sur le fait que I delta, donc ce moment d'inertie, on voit bien que c'est vraiment le paramètre d'inertie du problème. Hein. On voit que le corps 1, par rapport à l'accélération ici, le corps 1, le corps 2 et la poulie interviennent chacun avec sa propre inertie. Plus elle est grande, plus l'accélération va être faible. Hein. L'accélération, bon, ça c'est ce qui détermine si c'est égal à 0. Le numérateur, si c'est égal à 0, il n'y a pas d'accélération, c'est l'équilibre. Si lui l'emporte sur lui, ça va vers le haut. Si lui l'emporte sur lui, ça va vers le bas. Et on a ici, justement, toute l'inertie. Hein, vous voyez qu'en fait, on a la masse fois l'accélération égale une force, mg, une force effective. Et vous voyez que la masse ici, enfin le paramètre inertiel, c'est la somme des masses plus I delta sur R2, qui est bien évidemment les dimensions d'une masse. Mais vous voyez que le rôle inertiel du moment d'inertie intervient au même type que le rôle inertiel de la masse inertielle des deux corps. Donc c'est vraiment la même idée. Donc en quelque sorte, la poulie pèse aussi dans le problème. Et elle pèse de son moment d'inertie divisé par R2. C'est une masse qui s'ajoute aux deux autres. Parce qu'il y a une inertie qui simplement qui résiste à l'accélération. Quand vous écrivez, s'il y avait juste la masse M1, M1 Z point égale M1 G, ou n'importe quelle force, enfin la somme des forces, Z1 2 points, pardon. Vous voyez que M1 résiste à l'accélération. Eh bien, M1 résiste à l'accélération de ce corps, M2 résiste à l'accélération de ce corps, et ce qui résiste à la mise en mouvement de ce corps, c'est-à-dire à son accélération angulaire, puisqu'il ne peut que tourner, c'est son moment d'inertie. Et comme tout est solidaire, eh bien, tous ces paramètres d'inertie
qui résiste à l'accélération s'ajoute, tout simplement. Lui, plus lui, c'est-à-dire I delta sur R2. Oui? Est-ce que vous pouvez juste redire pourquoi est-ce que x.2 est égal à z.1? Ah, parce que la vitesse par là, c'est la même que la vitesse là, puisque le fil est inextensible. Donc quand lui fait 2 mètres, lui fait 2 mètres. Alors, pourquoi on aurait pu écrire ça, tchac, comme ça? Oui? La dérivée de l'énergie mécanique est nulle, tout à fait. Une autre façon de le dire, c'est que donc D de C égale moins D de EP. Ça veut dire que ça, c'est moins EP. Ça, c'est le théorème du moment cinétique, c'est le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, c'est le travail des forces. Ça veut dire que le EC qu'on a trouvé juste au-dessus, là, le M de sigma, tout ça, là, c'est moins P total. Moins E potentiel total. C'est moins D de EP. C'est le travail des forces. C'est moins D de EP et c'est le travail des forces. Où est-ce que je peux... Oui? Est-ce qu'on peut interpréter que c'est comme si on vient lever une masse fictive de... Oui, ça revient à... Alors ça, c'est une autre remarque, mais d'abord, on va... Mais ça revient à lever cette masse-là d'une hauteur h. Si c'était équilibré, vous notez que ça n'a rien coûté. Ça n'a rien coûté, parce qu'il n'y a pas besoin, vu que c'est équilibré, il n'y a pas besoin de lutter contre une force. Il suffit de mettre une force infiniment petite, 0, et ça peut bouger. Enfin, 0 plus epsilon, ça va bouger. Mais avant de revenir éventuellement sur cette remarque, qui est juste, hein, pourquoi c'est évident ça? Alors, vous avez dit l'énergie mécanique se conserve. Alors, déjà, c'est bien sûr parce qu'il n'y a pas de couple résistant ici et parce qu'il n'y a pas de force de frottement ici. Mais il n'y en a pas, on les a négligés. Donc, c'est normal qu'on... Voilà. Donc, compte tenu des approximations qu'on a faites qui consistent à négliger les frottements, effectivement, il n'y a que des forces conservatives là-dedans. En fait, il y a juste le poids. Et par conséquent, les autres sont des forces internes. Enfin, il y a la réaction ici, mais elle ne travaille pas puisque ce point-là ne bouge pas. Donc, il y a juste le poids. Et donc, le théorème de l'énergie cinétique nous dit delta de EC égale somme des travaux. Mais il y a juste le travail du poids. Et le travail du delta W pour une force qui dérive d'un potentiel, par définition, c'est moins D de EP. Donc effectivement, delta de EC égale moins delta de EP. Alors, comme on est parti de l'énergie cinétique nulle, delta de EC, c'est EC, bien sûr. Et donc, ce qu'on a là, c'est juste le travail du poids. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'on attend? Ben oui. Le poids à travailler pour M1, M1 c'est levé, enfin, est monté. Donc, le poids a travaillé négativement. De combien? Ben justement, de la différence d'énergie potentielle, c'est-à-dire M1GH. Donc, ça fait moins M1GH, ça c'est pour le corps 1. Et pour l'autre, ben, il a travaillé positivement, puisque le poids a travaillé positivement, puisque le corps est bien descendu. Elle est dans le sens de... Mais de combien il est descendu? Ben, de MGH, mais H2 là. Et H2, c'est combien? Ben, s'il s'est déplacé... Enfin, si cette longueur-là, c'est H, parce que lui est monté de H, donc lui est descendu de H. S'il est descendu de H le long de la pente, de combien il est descendu verticalement? Eh bien, il y a alpha ici. Donc, effectivement, ce H-là, c'est H fois sinus. Donc, le poids 2 a travaillé positivement de M2G fois le dénivelé, je vais le mettre comme ça, H2 ici,
Et donc ça fait moins MA, moins M1GH, plus M2G sin alpha H. Et donc on retrouve ça. M2 sin alpha moins N1, moins M1 GH. Donc on aurait pu le dire tout de suite. Bah, c'est l'énergie. Alors là, j'ai calculé le travail. Si vous préférez raisonner sur l'énergie, enfin, c'est pareil. Vous allez avoir la variation d'énergie potentielle, c'est mg delta de h. Donc mg delta de h pour le corps 1, le delta de h c'est h par définition. Et pour le corps 2, eh bien, le delta de z, le delta z, si vous voulez, c'est h sinus alpha. Oui? J'ai une question pour la résolution de la question 8. Oui? Est-ce qu'on aurait pu le faire énergétiquement, c'est-à-dire calculer la variation d'énergie mécanique du mobile 1 lorsqu'il monte et dire que ça c'est égal à la variation d'énergie mécanique du mobile 1? Tout à fait, tout à fait. Ça aurait été bien mieux d'ailleurs. Est-ce que je l'ai fait? J'ai pas le temps. Eh bien, bien. Non, j'ai pas Ah, vous n'avez pas... Bah si! Bah si! quelque part. Ah oui! Vous avez... Vous voulez... J'ai peut-être mal compris. Vous voulez calculer cette vitesse? À partir des énergies en fait. Du coup, je calculais la différence d'énergie cinétique entre le point initial et le point d'arrivée que l'on Ouais. connaît. Donc on sait qu'il monte du moteur H, pour ça pour mobile 1. Et pour le deuxième, bah, du coup, on sait qu'il part d'une vitesse nulle, qu'il arrive à la même vitesse que le mobile 1 et qu'il descend. C'est ce qu'on a fait, là? Ah d'accord, ok. D'accord? L'énergie du premier, plus l'énergie du second. Vous avez peut-être oublié l'énergie de la poulie. On est obligé de prendre en compte l'énergie de la... Si vous faites une conservation d'énergie, il faut prendre toutes les énergies. Si vous prenez qu'un bout de l'énergie, elle ne va pas se conserver. L'énergie totale du système, la variation de l'énergie... Enfin, Moi, je voulais juste considérer le mobile 1 et le mobile 2 en fait. C'est-à-dire que la variation d'énergie mécanique du mobile 1 est égale à la variation d'énergie mécanique du mobile 2. et pourquoi ce serait vrai, ça? La somme des forces sur le système mobile 1 et mobile 2 est-elle nulle? Aux deux instants où on est entre le départ et l'arrivée. Je n'ai pas compris. Je sais pas, je vais essayer ce soir et si j'échoue, je vais dire. En tout cas, quand on a dit l'énergie se conserve parce qu'on a considéré un système sur lequel n'agit pas de force non conservative. Si vous retirez le fil, par exemple, du système, faites attention, parce que maintenant, ces forces qui étaient des forces internes ne sont plus des forces internes. Les tensions sont des forces externes. C'est bien elles qui mettent en mouvement la masse M1. C'est T1 qui met en mouvement la masse M1. Enfin, c'est le fait que T1 soit plus grand que MG, que M1G qui met en mouvement la... Vous rangez, c'est l'heure? Non. On en fait un petit dernier ou... Non.